Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention, le podcast où on parle de santé, sécurité au travail et de sécurité routière. Je suis encore une fois accompagné de mon fidèle collègue Julien Lavoie-Leblanc. Comment ça va, Julien? Ça va bien, toi, Samuel Lavertière? Ah, ça va très bien, merci. Right. Le bruit d'escalier mécanique que vous entendez, c'est qu'on est en train d'enregistrer au Centre des congrès de Québec pour le grand rendez-vous de la santé et sécurité du travail de la CNESST. On est encore présent, là, on est le média officiel, je crois. En tout cas, officieux, disons. Ouais. En tout cas. Ben, c'est ça. Tout le long, au courant de la journée, on va recevoir divers invités, que ce soit des conférenciers, des organisateurs de l'événement ou tout simplement des participants au congrès. Je pense qu'on va avoir un autre épisode là, super intéressant. Yes, sir. Bonne écoute. Bonne écoute. On est avec Jean-Sébastien Drouin de SST Groupe Conseil. Salut Jean-Sébastien. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir prendre quelques minutes avec nous au Pas de podcast. T'es le premier invité spécialiste de la santé et sécurité avec les autobus. Je sais que ça fait un Transporteur gros écolier, ouais, ou transporteur par autobus. OK, parce que ça comprend autobus scolaire et... Oui, la Fédération des transporteurs, c'est la Fédération des transporteurs par autobus. Okay. Parce qu'avant, il y avait deux fédérations. Il y avait les propriétaires de coach, puis il y avait les transporteurs écoliers. Maintenant, ils sont fusionnés, donc c'est tout ce qui est transport par autobus. Et moi, je m'occupe d'une mutuelle de prévention, la mutuelle des transporteurs, la Fédération des transporteurs écoliers. Puis il y en a qui font du coach, il y en a qui font de l'écolier, qui ont les deux. Là. OK. Ça, c'est un autre aspect. Tu es le premier par rapport aux autobus, mais aussi tu es le premier par rapport aux mutuelles de prévention. Est-ce que tu pourrais nous expliquer simplement c'est quoi ça, une mutuelle de prévention? Mutuelle de prévention, ça a été créé par la CSST dans le temps, dans les années 90, pour permettre, dans le fond, à des petites et moyennes entreprises de se regrouper ensemble pour... parce que souvent, tu vas avoir une entreprise avec 10-12 employés où est-ce que tu n'as aucun moyen, tu n'as pas de personne qui travaille dans un bureau ou qui peut travailler en ressources humaines ou des choses comme ça. Donc, tu as des petites entreprises, puis il n'y avait pas beaucoup de santé et sécurité qui se faisait. Donc, la CSST a permis à des entreprises, à la base, c'était ça la décision de la CSST, des entreprises qui ont des risques qui se ressemblent, donc qui travaillent dans le même domaine, de se regrouper ensemble pour pouvoir avoir un programme de prévention, puis avoir quelqu'un qui s'occupe de la prévention, qui s'occupe de la gestion des dossiers. Dans le fond, de faire un regroupement, et puis comme ça, c'est un regroupement de masse salariale qui fait que tu vas avoir un taux de cotisation qui va être plus représentatif de tes efforts et de tes résultats. Et toi, ton travail par rapport à cette mutuelle-là? Moi, je suis conseiller en prévention. Moi, je m'occupe de visiter 280 membres par année à travers le Québec pour aller vérifier un peu si les transporteurs font ce qu'ils ont à faire en prévention, qui appliquent leur programme de prévention, qui font l'identification de leurs risques, qui apportent des correctifs, qui mettent des mesures de contrôle en place. Dans le fond, moi, c'est vraiment de passer pour être certain qu'ils font ce qu'ils ont à faire en prévention, parce que la plupart du temps, les transporteurs, c'est plus dans l'urgence d'apporter d'une personne d'un point A à point B, puis ils ne penseront pas nécessairement à ça. Là. Puis vous êtes dans la très petite entreprise. Je me trompe dans je vois dans la mutuelle, il y a des membres qui ont 3-4 autobus sans garage, puis il y en a d'autres qui ont des 150-200 autobus avec un garage. C'est ça, il y a des extrêmes. C'est un peu les deux. Puis moi, je connais pas ça, les autobus scolaires. Ça ressemble à quoi les risques que tu vas voir quand tu fais une visite en entreprise? Dans le fond, il y a deux... Le transport scolaire est divisé en deux sections. Il y a la section mécanique, parce que la plupart des transporteurs font leur entretien mécanique, donc vont avoir un atelier mécanique avec des mécaniciens. Mais la plus grosse partie de la main-d'œuvre, c'est des conducteurs qui font pas de mécanique, qui vont juste conduire leur autobus. Dans le fond, tout ce qu'ils ont à faire, c'est leur ronde de sécurité. Ensuite, ils conduisent leur autobus. C'est certain que les risques sont différents d'une place à l'autre. Quand on parle des mécaniciens, c'est vraiment tout ce qui est sécurité des machines, des problèmes de chute, des problèmes avec des équipements dans le garage. Ça peut être les yeux, les oreilles. Mais pour ce qui est des conducteurs, c'est vraiment la problématique, c'est les chutes ou les accidents de la route. Okay.
parce que dans le fond, le conducteur, ce qu'il faut qu'il fasse, il y a 15 minutes pour faire sa ronde de sécurité le matin, faire l'inspection de son autobus, faire le tour. Et puis souvent, il va être exposé, dans le fond, aux conditions climatiques. Cet hiver, on a eu un hiver particulièrement difficile où est-ce qu'il y avait beaucoup de glace, beaucoup de verglas. Puis c'est vraiment le risque de chute, le principal risque. Et en plus, quelque chose qui rentre en ligne de compte aussi, c'est que la clientèle, dans le fond, les conducteurs d'autobus scolaires, c'est pas une clientèle qui est jeune, c'est vraiment des personnes à la retraite ou à la semi-retraite, ou des personnes qui vont être un petit peu plus avancées en âge, donc ça peut avoir un impact. Une chute va avoir un impact plus grand pour une personne de 70, par exemple. Donc, le risque est le même, c'est la conséquence qui... La conséquence peut être différente, oui. Mais pour le risque, c'est grosso modo, c'est le même. C'est vraiment d'essayer de rester au sol, de faire sa ronde de sécurité dans un endroit dégagé. Là, présentement, la Fédération est en train de magasiner pour fournir éventuellement des semelles à grappin pour tous les chauffeurs au Québec. Là, on est rendu au mois de mai, là, quand on enregistre ça. J'espère pour en envoyer beaucoup, là, c'est ça. Et ça va être pour l'année prochaine, pour la prochaine rentrée scolaire, parce que veut pas, tout ce qui est transporteur écolier fonctionne en année de calendrier scolaire plutôt qu'en année de calendrier annuel. J'ai été dans un accident, moi, quand j'étais jeune d'autobus scolaire. Puis on a été coupé par un chauffeur, là, par quelqu'un qui avait fait une mauvaise manœuvre, puis on était tombé dans un fossé. Puis je me rappelle, c'était le 14 février. Puis déjà que j'avais pas de blonde, puis c'était à Saint-Valentin, j'étais pas content. Là, je venais d'un accident. Pas une belle journée, mais il n'y a eu aucun dommage pour les jeunes. Mais la question que j'avais, 280 qu'on disait? Oui, bien, grosso modo, là, je pense que cette année, c'est 260, mais ça tourne en 260-280 Sur 365 jours, ça fait... Ah, mais les visites, c'est pas je passe pas le... Tu veux pas... Il y a certaines places où est-ce que c'est plus complexe que d'autres. J'ai certains transporteurs qui ont 5 autobus qui n'ont pas d'atelier mécanique, donc il n'y a pas de lieu physique. Dans le fond, je regarde un peu la réunion qu'ils ont eue avec leur chauffeur, les informations qu'ils ont données. Tu sais, il y en a... Je peux avoir des visites de 45 minutes jusqu'à 3-4 heures de temps. Ça dépend. Fait que c'est beaucoup de routes. Là. Oui, c'est beaucoup de routes, sauf que l'été, la plupart sont fermés. Ah, OK, Dans le temps de Noël, il n'y en a pas. Il y a la relâche en mars. Au début de l'année, ils n'ont pas le temps parce que là, ils sont justement en train d'ajuster les trajets scolaires, des choses comme ça. Ça fait que ça se fait bien. C'est pas si pire que ça. Y a-tu des dossiers, tu dis, pas d'actualité, mais des dossiers à venir pour ton secteur qui fait comme ça va être problématique ou ça, c'est un enjeu sur lequel on doit se pencher maintenant pour plus tard prévenir plusieurs accidents? Bien, en santé et sécurité, les problématiques que les transporteurs vont rencontrer, c'est beaucoup le manque de main-d'œuvre. C'est certain que ça a un rôle à jouer en santé et sécurité parce qu'il faut que tu fasses attention encore plus à tes chauffeurs parce que tu n'en as pas beaucoup, tu n'as pas beaucoup de remplaçants. Mais les problématiques, c'est le vieillissement de la clientèle qui fait que c'est ça. Tu en as un qui va tomber dans un stationnement, par exemple, sur une plaque de glace. S'il a 28 ans, ben, il va avoir un bleu puis il va peut-être avoir mal pendant une journée, mais s'il en a 69, ça se peut qu'il y ait une fracture ou... La problématique est vraiment là. C'est la gravité des accidents qui peut être plus grand étant donné la condition et puis l'âge de la clientèle. Okay. Mais à part de ça, non, il n'y a pas vraiment... Puis dans les ateliers mécaniques, c'est de moins... c'est de moins en moins dangereux. Étant donné qu'il se fait de moins en moins de mécanique, c'est beaucoup de... Il n'y a plus d'ajustement de moteur, il n'y a plus de... Okay. C'est vraiment tout maintenant par ordinateur. Il y a moins de mécanique qui se fait. C'est beaucoup plus... Dans le fond, les transporteurs écoliers ont moins d'opérations à faire sur leur autobus. Il y en a de plus en plus qui gardent leur autobus sur la garantie, qui vont l'envoyer au concessionnaire plutôt que ce soit eux autres qui le fassent. C'est vraiment plus de la maintenance qu'ils font. Fait que ça amoindrit un peu les risques dans l'atelier mécanique.
Dans les dernières années, on a vu apparaître les autobus électriques, 100% électriques. Là, exemple Lyon, là, pour pas la nommer. Est-ce que pour toi, ça vient changer un peu ta manière de faire ou ça va peut-être la simplifier? Du fait que peut-être qu'il y a moins de présence de matière dangereuse, par exemple. C'est sûr qu'il y a moins d'émanation, mais même à ça, dans les ateliers mécaniques, ils font plus d'ajustement de moteur, il n'y a pas d'autobus qui tourne en dedans. Ça peut représenter d'autres risques, par exemple, là, que tout ce qui est le point de vue électrique. Sauf que présentement, c'est encore trop embryonnaire pour savoir. On n'a pas eu on a eu des discussions avec Via Prévention, par exemple, justement, sur la manipulation des battery packs ou des choses comme ça qui peuvent être pesantes. Mais pour l'instant, c'est pas eux qui font ça. C'est vraiment tout le concessionnaire ou le fabricant qui va s'occuper de ça. Là. Les transporteurs n'ont pas à intervenir point de vue électrique encore. Ça fait combien de temps que tu es chez SST Groupe Conseil? Ça fait 14-15 ans, puis ça fait 12 ans que je m'occupe de la mutuelle de prévention transporteurs et colis. Okay. Qu'est-ce qui t'avait amené à aller vers ce milieu-là ou vers cette entreprise-là? Je connaissais les deux propriétaires avec qui j'avais... Il y en a un avec qui j'avais joué au hockey pendant des années, puis l'autre, j'avais travaillé dans un autre domaine avec elle aussi. Donc, c'est frères et sœurs qui sont propriétaires. Puis, j'ai étudié à l'Université Laval, dans le fond, en relations industrielles. Okay. Puis, j'ai fait un certificat de deuxième cycle en santé et sécurité au travail. Fait que donc, je suis arrivé... Puis, quand je finissais quand je finissais mon certificat de deuxième cycle, il venait juste d'avoir un nouveau contrat pour une mutuelle de prévention dans le domaine des CPE. Fait qu'il y avait besoin de quelqu'un tout de suite. Fait que ça a comme bien à donner. Est-ce que ça m'a l'air d'un domaine où est-ce qu'il y a beaucoup de nouvelles compagnies? T'sais, dans une année, est-ce qu'il y a beaucoup de nouvelles compagnies d'autobus qui ouvrent? Ou c'est une affaire de succursale? Non, mais là, ce qui se passe beaucoup présentement, c'est qu'il y a des ventes parce que c'est beaucoup des petites entreprises familiales. Fait que il y en a, puis moi, ça fait 12 ans que je vais aux mêmes places à travers le Québec, puis il y a certains transporteurs que j'ai rencontrés le père, et maintenant, je rencontre les enfants. Okay. Fait que tu sais, il y a déjà de la passation qui se fait, puis il y a aussi, tout dépendamment des régions, il y a des ventes qui se font entre transporteurs, des plus petits qui vont essayer de racheter d'autres plus petits pour se grossir un peu. Mais des nouveaux... Il n'y a pas de nouveaux joueurs qui arrivent d'un autre domaine qui vont dire « je vais devenir transporteur et colis ». La plupart du temps, c'est plus des achats qui se font entre transporteurs. Mais non, des nouveaux, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que les dangers reliés, là, on a parlé de l'hiver, est-ce qu'il y en a d'autres à part les chutes principales? Bien, c'est surtout les chutes. Il y a le danger d'accident de la route. Depuis certains temps aussi, on a peut-être des dangers, point de vue des agressions, là, tout dépendamment, là, parce qu'il y a du transport qui se fait aussi par berline. Où est-ce que le chauffeur va être plus en contact. Puis souvent, la personne qui va être transportée en berline, c'est parce qu'il a besoin d'attention particulière, donc va être plus en contact avec des élèves, soit à problème ou à conditions particulières. Fait que, il peut y avoir des problèmes comme ça. Mais ce qui revient à tous les années, c'est les chutes. Puis c'est pas juste... Oui, il y a l'hiver, mais il y en a aussi l'été dans les cours, il y en a dans les marches d'autobus. Parce que c'est ça, la clientèle, les employés sont quand même assez un peu plus âgés, donc il peut avoir des problèmes. Puis des fois, un transporteur peut avoir des voyages spéciaux, puis là, il faut qu'il va c'est des choses qu'on a vues, là, une conductrice qui se blesse dans un champ parce qu'elle était allée porter des enfants, un voyage spécial dans un verger. C'est ce genre de choses où est-ce que les conditions ne sont pas tout le temps idéales non plus. Puis ça reste qu'ils travaillent avec des autobus scolaires qui c'est de la mécanique. Fait que, il peut y avoir à un moment donné un essuie-glace qui fonctionne mal, qui vont essayer de grimper un peu dessus pour y avoir accès, puis qui peuvent justement tomber, ou des choses comme ça. Là. C'est des risques qu'on peut retrouver. Puis est-ce que, il y a souvent...
il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite par rapport justement aux autobus scolaires. Est-ce que ça, avec le temps, tu sais, on parle de 12 ans là, dans le métier, est-ce que toi, tu es capable de voir un changement par rapport aux autres? Est-ce que les travailleurs ressentent un changement? C'est quelque chose que vous avez l'occasion d'échanger? Tu parles d'un changement par par rapport à la rapport à sensibilisation, le plus faire attention. Les autres, les conducteurs de véhicules passagers, là. Okay. Par rapport aux moi, autobus. ce que je vois par rapport... moi, je fais beaucoup... Ouais. Il y a certains transporteurs avec qui je rencontre, dans le fond, le comité santé et sécurité. Moi, ce que je vois, surtout des transporteurs, c'est qu'ils font de plus en plus attention à leurs employés puis à essayer de leur donner les meilleures conditions parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Puis ils n'ont pas de remplaçants, puis... Tu sais, le matin, il faut que l'autobus, faut qu'elle parte, il faut qu'elle aille faire son trajet. Ils peuvent pas, le transporteur ne peut pas se diviser en deux pour aller faire 2 trajets. Fait que, oui, il y a une sensibilisation qui est faite aux transporteurs. Moi, dans le fond, mon travail, c'est vraiment beaucoup de sensibiliser le transporteur à tout mettre en œuvre pour pouvoir protéger la santé et la sécurité de ses employés. C'est surtout ça. On l'entend souvent Souvent, dans le camionnage, on va voir la passion de conduire, de voyager les routes. Est-ce que c'est un aspect qu'on voit aussi chez les transporteurs scolaires? Des gens qui sont chauffeurs d'autobus, qui ont fait ça toute leur vie, qui ne sont pas nécessairement arrivés Il y en a, sauf que faut se dire que ces emplois-là, c'est pas des emplois à temps plein non plus pour la plupart. Et il y en a beaucoup que c'est des heures coupées. C'est beaucoup des employés qui vont travailler, qui sont à la retraite ou à la semi-retraite. Mais il y a une chose particulière. Il faut que le conducteur ou le chauffeur soit capable de dealer, veut pas, avec des enfants. Là. C'est pas comme quelqu'un qui travaille dans le transport là, où est-ce que tu as des boîtes en arrière et que ça finit là. Il y a cette notion-là. Là. Il y a certains transporteurs qui me disent à un moment donné que j'ai un super bon conducteur qui arrive, et il est pas trop vieux, et tout, mais il est pas capable d'endurer les enfants. Fait que ça fonctionne pas. Ça rentre en ligne de compte, ça aussi. Il faut que tu sois capable de dealer avec ça. Là. Quand tu es quelqu'un qui fait du transport là, mais dans ta boîte en arrière, tu as soit du gravier ou tu as des boîtes. T'as pas besoin d'avoir de contact. À gérer, c'est ça. T'as pas besoin d'avoir de contact particulier. Puis les enfants, ça, c'est une chose aussi qu'on voit. C'est des problèmes psychologiques parce que les enfants sont de plus en plus pas particuliers ou ils peuvent... Ça va être turbulent. Ben, pas turbulent, mais plus le phénomène des enfants rois. Puis de parents qui vont dire c'est pas mon enfant qui a fait ça, c'est pas vrai. Le problème, c'est le chauffeur. Là. C'est des choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. On est au grand rendez-vous, puis il y a bien des conférences sur l'aspect santé psychologique, sur la santé mentale. Est-ce que justement le fait de devoir gérer 50 êtres humains en arrière amène des problématiques de santé, de stress ou Il y en a certains, mais c'est sûr, ce qu'on voit, il y en a certains, mais ce qu'on voit surtout, c'est des problématiques avec les chauffeurs, avec les parents, par exemple, ou des choses comme ça. Mais c'est pas quelque chose qui est très, 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 très répandu. Ça peut arriver, mais c'est pas un gros pourcentage des lésions qu'on a. Là. C'est pas la tour de ça. Heureusement. Oui, heureusement. Oui. Mais ça reste que c'est un emploi qui est difficile parce qu'il faut justement que tu deals avec des enfants. Mais c'est sur une courte période pour la plupart. Mais c'est différent que... Ça va être différent du mécanicien qui va être dans son atelier puis qui va réparer les autobus qui n'aura pas à gérer les enfants, c'est certain. Peut-être en finissant, moi, je me souviens juste justement je me revois dans un autobus scolaire au secondaire avec quelqu'un qui commence à chanter, un plus jeune qui commence à chanter, puis là, tu dois juste voir le chauffeur d'autobus rougir, là, fait comme « Ah, j'ai hâte d'arriver dans le parking. » Mais souvent, c'est ça, souvent, ils n'ont pas les longs trajets à faire, là, ils sont capables de s'en sortir avec ça. Là, ils ont une bonne carapace de développer. Mais c'est sûr que c'est un travail qui est quand même difficile, là, tu as à dealer avec beaucoup d'enfants. C'est certain que ça peut être difficile, mais il y en a pour qui, par exemple, que ça apporte, veut pas, ça leur fait voir du monde, puis ça leur apporte une joie, puis que ça qui aiment les enfants. Il y en a de toutes les sortes. Ouais, c'est ça. Tout n'est pas que négatif. Non. All right. Ben, merci beaucoup. Jean-Sébastien, pas de problème, ça fait plaisir. Bon restant de grand rendez-vous. Oui, merci bien.
On est de retour avec Esther Thibault de l'APSAP. Bonjour Esther. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir prendre quelques minutes avec nous. Parfait. Tu es reconnue dans le milieu des ASP comme étant une des tops là, par rapport aux matières dangereuses. Ben, top, je dirais pas, mais passionné, qui connaît bien le sujet puis qui a eu l'opportunité de travailler dans ce domaine-là, dans des projets qui touchent ce domaine-là, oui, depuis, je dirais, une trentaine d'années. Là. Ça a commencé comment, cette passion-là? L'intérêt dans ce sujet? L'opportunité pendant ma formation universitaire de faire mes travaux pratiques qui touchaient les matières dangereuses, Okay. ça m'a ouvert la curiosité de pousser plus loin les connaissances, chercher, assister à des conférences, des formations, sans nécessairement avoir eu l'opportunité de développer des compétences en chimie ou en toxicologie. Je suis allée chercher plein d'informations qui m'ont permis de comprendre ce que j'enseignais, puis surtout d'appliquer ce que j'enseignais. OK. T'as-tu enseigné comme à l'université ou t'as Non, un je sujet n'ai pas comme ça? enseigné à l'université. J'ai strictement donné de la formation au niveau des ASP, mais OK. aussi au niveau des programmes de formation de la QHSST ou bien des colloques, des formations qui étaient données au tout début. Il y avait des formations qui se donnaient là, au niveau des colloques CSST. Il y avait toujours comme une journée de formation. Donc, OK. ça a commencé un petit peu là. Puis avec l'avènement du CIMDUT, j'ai fait partie des équipes fondatrices des premières formations en 1987 qui ont été OK. données sur le CIMDUT. Donc, Puis là, on est à peu près 6 mois après l'entrée en vigueur du CIMDUT 2015. Est-ce que tu as participé, tu as collaboré à oui. la transition entre Oui, les j'ai eu le l'ancienne- privilège de représenter les ASP au comité de travail de la CSST qui avait le mandat de, dans un premier temps, préparer un programme de formation pour les inspecteurs de la CSST, dans un deuxième temps, de développer un plan de communication avec des outils qui était justement la mise à jour des outils et le développement d'outils spécifiques au CIMDUT 2015, puis aussi de travailler sur la formation des conseillers des ASP pour s'assurer justement que les ASP, on allait être prêts à faire le virage, en fait, ne pas le subir le virage, mais être capable de le faire avec notre clientèle dans un délai qui était acceptable pour nous autres aussi. Là. Ça a été une transition qui a été quand même assez longue. Est-ce que ça a apparu dans le... C'est un gros morceau, le CIMDUT, quand on parle en santé et sécurité du travail. Là, une matière dangereuse, il y en a absolument partout. Bien, ça a Est-ce été que ça a apparu dans la lourdeur de passer de l'ancienne version à la nouvelle? Bien, en fait, si je compare la première période d'implantation où on a eu 1 an pour tout faire, entre 87 et 88, là, on a eu 3 ans pour faire le virage. Malheureusement, est-ce que ça a donné nécessairement plus de résultats sur le terrain? J'affirmerais pas ça parce que on trouve encore des milieux qui ont sorti la tête de l'eau à la fin de l'année 2018. On trouve encore des milieux, je parlais justement à quelqu'un ce matin qui dit c'est quoi qu'il fallait faire déjà? Moi, je vois dans mes milieux de travail des milieux qui, malgré tous les efforts qui ont été faits de former, de supporter, de donner des documents, que tu fais des visites d'établissement et tu réalises qu'il y a à peu près rien de fait, pour ne pas dire rien de fait. Donc, c'est peut-être plus une déception, je dirais, dans certains cas. Puis aussi, les exigences étant ce qu'elles sont aujourd'hui, malgré le fait qu'on pensait que nos milieux allaient être plus prêts à y passer, on a encore des milieux qui s'en tiennent à de la formation en ligne, alors qu'on devrait aller plus loin dans la formation plus spécifique aux travailleurs. Puis on a encore des milieux où on a des étiquettes qui ne sont pas changées, des fiches de données de sécurité qui sont encore des fiches signalétiques et non pas des fiches de données de sécurité. Puis malgré tout encore, parce que je faisais une visite d'établissement cette semaine, des contenants pas étiquetés, point, où tu dois jouer... Un pot de beurre de pinot avec un à bout peu de près. masking tape dessus. À peu près, puis même encore là, s'il y a un masking tape, c'est déjà un plus. Malheureusement, c'est des constats que je suis obligée de faire. Puis j'ai des milieux que je comprends qu'ils vont changer si quelqu'un légalement leur dit qu'ils doivent changer. OK. Si on tord pas, t'as l'impression que si on tord pas nécessairement le bras, Ils les n'investiront entreprises- pas les OK. ressources. OK. Je pense que c'est pas une question de ne pas le savoir, je pense que c'est une question de ressources.
OK. Puis ça, je parle pour notre secteur à nous autres, qui est l'administration provinciale. Est-ce que les autres secteurs sont aussi mal en point? Je dirais que certains de nos établissements, je ne l'affirmerai pas, mais c'est l'énergie qui est à mettre là-dedans, surtout pour le volet formation spécifique, surtout pour le volet prise en charge. C'est comme d'autres choses. Si tu ne mets pas quelqu'un de responsable pour le faire, ben ça va tomber d'une craque entre deux planches. Là. Puis est-ce que des visites d'établissement que tu as faites, il y a des éléments justement qu'on aurait... Comment dire? Est-ce qu'il y a des risques d'accidents, des risques potentiels d'événements avec blessures qui sont suite à justement une méconnaissance par rapport aux matières dangereuses? T'aurais-tu des exemples? Je faisais une visite d'établissement cette semaine et c'est un entrepôt partagé par plusieurs clients où normalement il y a un client qui est responsable, mais on loue des espaces à d'autres clients. Et le client nous demandait notre aide pour essayer de mettre en place un plan d'entreposage. Et quand je me suis mis à regarder tout ce qu'il y avait, je dis là, on est plus basique que ça. Il va falloir que vous vous donniez une politique d'organisation pour encadrer les gens qui vous amènent des matières dangereuses. Je suis tombée sur des boîtes où, en fouillant, j'ai trouvé des résidus de cadmium. C'est cancérogène, là, donc, qu'est-ce que ça faisait là? À qui ça appartenait? Pourquoi c'était là? Je suis tombée sur des boîtes où j'avais multiples contenants sans aucune étiquette et aucune information sur la boîte. Donc, la journée que ce client-là va vouloir se départir de ces produits-là, j'ai vu, on avait une préoccupation d'entreposer les matières dangereuses inflammables, mais il y en avait autant dans ce qu'eux autres appelaient leur bunker, leur voûte, qu'il y en avait sur le plancher au travers des cages qui étaient louées à des occupants. Donc, potentiellement, c'est les risques d'incendie, c'est des risques potentiels de déversement parce que les produits se retrouvent au travers de multiples équipements. Puis quand tu poses la question, c'est qui est responsable, c'est mieux de ne pas poser la question. Malheureusement. Si vous le demandez, ça veut dire que peut-être que... c'est que c'est beau, mais ça prend les matières dangereuses. Je pense que le plus gros point faible qu'on a dans nos établissements, c'est qu'on pense que ça se résume au CIMDUT, mais ça part de l'achat jusqu'au moment où tu te départis de tes matières dangereuses résiduelles. Fait que c'est vraiment... faut encadrer le processus au complet. Puis si on pense que ça passe juste par un cartable de fiche de données de sécurité ou par une étiquette... tant qu'à ça, fais-le pas, là. Ça revient quasiment au même, là. Parce que c'est ça. Souvent, j'ai l'impression que souvent, le réflexe, c'est oui, on fait du CIMDUT parce qu'on a acheté un cours de 4 heures de quelqu'un qui est venu pendant 4 heures, il nous en a parlé, ou on a acheté un programme en ligne qu'on l'a fait. Mais il y a peut-être ça vaut là. Si tu mélanges information et formation, là. En fait, c'est que souvent, on a pensé que le CIMDUT, ça se résumait à ça. Oui, j'ai mes fiches. Est-ce que tes contenants sont tous étiquetés? Pas sûr. Est-ce que tu as donné de la formation? Oui, si on a donné de la formation, on a assis notre monde devant un ordinateur. Ouais, mais est-ce que ton travailleur, parce qu'on regarde l'objectif de ça, c'est que le travailleur connaisse les dangers, connaisse les façons de se protéger, puis surtout, soit capable d'intervenir en cas d'urgence. Donc, demain matin, si tu as un déversement chez toi, est-ce que tu sais quoi faire? Puis là, généralement, oui, on a une trousse. Oui, puis après, là, c'est bien beau, là, on mais... a ça, puis on a des belles bouteilles d'eau. Si jamais quelqu'un en a dans les yeux, là, on va faire splouche, puis... Donc, je pense que des fois, soit qu'on est juste chanceux, qu'il arrive rien, ou... Souvent, moi, quand je fais des interventions de formation, je demande aux gens, il arrive-tu des choses, les matières dangereuses? Ah oui, il arrive quelque chose, puis là, est-ce que vous le déclarez? Souvent, on ne fait pas le lien entre ce qui arrive avec les matières dangereuses puis la déclaration d'événements en santé et sécurité. Okay. Malheureusement, c'est un des constats que je fais dans certaines de mes interventions où les gens ne trouvent pas ça important. J'ai échappé un contenant sur le sol, j'ai cassé le contenant, je l'ai ramassé, je ne suis pas trop sûre s'ils l'ont ramassé de la bonne façon. Vous avez fait quoi avec les débris de verre? On les a mis à la poubelle. C'est là, je me dis, c'est soit qu'on est très, 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 très chanceux ou à un moment donné, il va se mettre à arriver une séquence d'événements, on va réaliser finalement que tous les efforts qu'on a mis n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on a une idée de chiffre à peu près, du nombre d'accidents par année avec des matières dangereuses? Je sais pas. Je sais que on utilisait quelques statistiques de la CSST, surtout au niveau des accidents graves ou mortels, où l'exposition justement aux contaminants était encore en tête de liste. Au niveau des événements, les dernières années nous ont quand même démontré l'importance. Si on parle juste aux incendies, aux déversements qu'il y a eu, aux feux, si on parle à Mégantic, si on parle de Neptune, si on parle de certains laboratoires,
si on parle d'incendie accidentel qu'il y a eu, on démontre qu'il y a un point faible là. Est-ce que c'est sûr, quand on regarde les rapports de la CSST, souvent, ça démontre la méconnaissance des dangers puis la méconnaissance des processus à appliquer lorsqu'il arrive un événement de la sorte. OK. Je n'affirmerais pas que c'est toujours ça, parce que des fois, il peut y avoir aussi de la mécanique là-dedans ou de l'entretien. Mais j'ai toujours peur d'entendre parler qu'il est arrivé quelque chose ou qu'une situation s'est aggravée parce qu'on n'a pas su quoi faire. Puis d'ailleurs, on est chanceux, les ASP, on a mis des efforts ensemble pour essayer de développer justement des interventions sur justement les déversements. Là, on s'en vient avec un produit inter-ASP là-dessus qui va nous permettre justement d'essayer d'amener les gens à s'outiller et à comprendre l'importance de s'outiller. Fait que l'objectif, c'est pas de former du monde à étendre un absorbant, mais ça va être de leur donner, écoute, garde, es-tu prêt à faire ton worst-case scénario? Es-tu prêt à faire face à tes situations? Puis c'est quoi que tu demandes à tes gens de faire? Puis à partir de quel moment c'est le temps de faire appel aux personnes qui sont spécialisées dans le domaine? Puis souvent, les gens ils disent, on va appeler les pompiers. Mais les pompiers outés, ça se peut que les pompiers, eux autres, qui ont un contrat de service avec une autre municipalité, qu'eux autres, ça peut leur prendre quelques heures avant de s'en venir. Là. Les pompiers volontaires. Oui, c'est ça. Là. Donc, je pense qu'il y a une méconnaissance du potentiel qu'il peut y avoir suite à un déversement, du potentiel de risque, c'est-à-dire qu'il peut y avoir suite à un déversement, puis... J'ai l'impression que c'est ça. Souvent, dans cette vision-là, on voit sur YouTube, tu en vois passer des vidéos d'affaires. Tu dis, c'est en Chine, ça. Ouais. Ici, on fait pas ça. Ouais. Jusqu'à temps que ça arrive. Là. Exactement. Exactement. Puis aussi, ce qui peut être alarmant, c'est que le fait que quelqu'un ne sache pas quoi faire ou ne sache pas à quoi il s'adresse, il est peut-être en train de mettre en danger sa vie. Là. Parce que souvent, on pense que c'est une question de quantité, les déversements, mais c'est une question aussi de t'interviens face à quel produit. Puis il y a des produits que, peu importe la quantité, tu sors de là, puis tu appelles des intervenants spécialisés. Parce que c'est dangereux d'intervenir. Puis si tu ne sais pas bien intervenir ou si tu n'appliques pas le bon produit pour récupérer ton déversement, tu peux créer une autre situation à risque aussi. Fait que c'est un petit peu ça qu'on travaille actuellement, où on souhaite essayer de développer des références pour les gens pour qu'ils soient capables de répondre adéquatement puis d'amener les gens à s'organiser. C'est surtout ça qu'on veut cibler. Tu sais, on parlait tantôt de, par exemple, des gens qui pourraient louer des entrepôts, tu sais, ou qui pourraient arriver partager des entrepôts. Dans ce cas-là, ou même juste pour un travailleur, ça serait quoi les premières choses à regarder pour s'assurer que l'endroit où je m'en vais travailler, tu sais, au point de vue travailleur, que ça soit quand même conforme? En fait, si on regarde la problématique que je vous donnais en exemple, ce que moi je disais aux gens, si toi, tu as la propriété d'un entrepôt, puis tu as des travailleurs qui sont là, tu leur demandes de gérer l'aménagement ou la sécurité ou l'utilisation de ton entrepôt, je leur disais, c'est quoi votre politique avec quelqu'un qui vous amène des matières dangereuses, par exemple? Est-ce que vous le savez qu'il amène des matières dangereuses? Est-ce que vous lui demandez de rendre disponibles ses fiches de données de sécurité? Est-ce que vous lui donnez des consignes sur l'endroit ou la façon d'entreposer les contenants? Est-ce que vous avez une idée de la nature des dangers? Parce que vous fournissez l'espace, cette personne-là vient occuper un espace avec son matériel, mais s'il y a un déversement de ces produits, est-ce que vous êtes prêts, vous autres, à réagir? Si cette personne-là vient te générer un risque supplémentaire d'incendie, est-ce que tu réagis? J'étais dans l'entrepôt où j'étais, visuellement, on regardait, puis on avait un espace occupé par un client où on avait des boîtes de carton qui étaient à côté dans la ligne de gicleur. Et là, tu te dis, on est en 2019, hein? Fait que là, tu regardes ça, tu te dis... Tu sais, fait que, le dilemme qu'on a, c'est que tu as des travailleurs qui sont là, c'est leur lieu de travail, mais on n'a pas établi de règles sur la façon d'utiliser l'espace. Tu sais, c'est à la limite, même si tu mets des matières dangereuses sur une palette, puis tu t'attends à ce que quelqu'un prenne un chariot élévateur pour déplacer ta palette, est-ce qu'il sait qu'il y a des matières dangereuses sur la palette? Ça va aussi loin que ça. Fait que je pense que c'est le dilemme. Puis malheureusement, quand tu poses la question, c'est qui est responsable, c'est ça, c'est comme si on demandait à tout le monde d'être auto-responsable, mais il faut que ça parte de quelque part. Ça. Il faut quelqu'un pour tirer les ficelles un peu. C'est ça, c'est que tu vois, moi, je voyais des situations à risque, mais ils disaient, c'est pas à nous autres. Ouais, mais c'est parce qu'il est dans ton milieu, il est chez vous.
tu vas être blessé toi aussi s'il arrive C'est de ça, quoi. c'est que ça veut pas dire que c'est pas à nous autres, mais si tu acceptes qu'ils mettent ça là, ben tu viens de gérer le risque. Tu es en train de gérer une situation qui est peut-être ta prochaine cause d'accident. C'est un peu le dilemme qu'on a dans ce cadre-là. OK. Si on se projette dans les prochaines années, le CIMDUT 2015, ça aura pris quasiment 15 ans pour parler avant que ça soit implanté. On va être où dans 10 ans, tu penses, par rapport à la gestion des matières dangereuses? J'espère qu'on va être dans des procédures de gestion intégrée, justement, des matières dangereuses. On a travaillé fort, Pascal Gagnon et moi, dans la dernière année, pour mettre en ligne 2 documents qu'on a appelés « Plan d'action de gestion des matières dangereuses » pour, justement, amener les gens à sortir du cloisonnement du CIMDUT puis à le voir comme un processus de l'achat jusqu'à la façon de se départir des matières dangereuses résiduelles. On commence, en tout cas, je commence, et Pascal aussi, à faire des interventions avec des clients qui veulent aller plus loin, qui réalisent finalement que juste par la formation CIMDUT, ça ne change rien s'il n'y a rien autour qui va avec ça. Okay. Et j'espère que on ne fera pas les constats qu'on a faits au moment où on a repris le CIMDUT en main, c'est-à-dire se poser la question, est-ce ce qu'on fait depuis 88, ça a donné des résultats? Et malheureusement, entre 88 et l'entrée en vigueur du CIMDUT 2015, on ne peut pas dire qu'on a, si justement les gens n'ont pas intégré ça, tu sais, si on n'a pas eu la préoccupation de sensibiliser l'acheteur qu'une matière dangereuse, c'est pas juste une question de prix, mais c'est une question de risque. Bien, quand tu changes un produit puis qui te coûte moins cher, est-ce que tu es en train d'introduire un nouveau danger? Puis est-ce que quand tu introduis un produit dans un milieu de travail, est-ce que tu t'es assuré qu'il était compatible avec tes mesures de prévention actuelles? Juste ça, ça serait merveilleux. Est-ce qu'on va être rendu là? J'en ai aucune idée, parce qu'actuellement, on a encore beaucoup de milieux qui voient le CIMDUT sur la base de « on a donné la formation, on a rencontré nos obligations ». Puis je suis pas sûre que les interventions légales dans les milieux de travail vont toucher, comment je dirais, vont atteindre cet objectif-là d'aller plus loin que la formation. De pas juste être conforme, d'y aller avec on est légal, mais d'y aller d'être sécuritaire. Bien, en tout cas, j'espère qu'on va comprendre un des éléments qui est dans les obligations de l'employeur maintenant, de mettre en place des moyens d'évaluation dans son milieu. J'espère qu'on va taper fort là-dessus pour justement intégrer l'importance de l'exercice, puis qu'on va aussi travailler davantage sur la responsabilisation de garder le processus vivant. C'est-à-dire faire en sorte qu'on ne déterre pas le CIMDUT quand on s'aperçoit qu'on n'a plus personne qui a eu la formation, mais qu'on s'assure que, comme ils l'ont donné au comité de santé et de sécurité, que les comités assurent leur rôle de suivi, puis que nos gens, nos établissements assurent un suivi sonné, qu'on parle de nouveaux travailleurs, nouveaux procédés, nouveaux produits, mais aussi qu'on tienne compte de la valeur ajoutée des événements qui arrivent avec les matières dangereuses, pour justement s'en servir comme tremplin à renouveler nos formations puis à refaire des rappels sur la base de ce qui se passe dans le milieu. Donc, et non pas l'apprendre à la dure ou apprendre plus tard qu'on a quelqu'un qui a développé une maladie professionnelle. J'avais un individu dans un établissement où je fais la visite et j'avais une fiole d'acide nitrique sur son classeur, puis... Je dis, ah ouais, tu travailles avec de l'acide nitrique? Il dit, oui. Il dit, dans mon travail, je fais telle chose. Puis il dit, ouais, il dit, ça brûle, ça, de l'acide nitrique, hein? Il me montre son poignet. Je dis, mon Dieu, comment c'est arrivé? Ben, j'avais mis mon gant, mais je pense que je l'avais pas à monter assez haut. Fait que j'étais avec la préventionniste de l'endroit, puis je dis que je pense que ça, là, c'est le plus bel exemple que tu peux pas te servir pour ta formation. J'ai dit, regarde, cette personne-là, si elle avait eu une formation adéquate, on ne serait pas en train de parler de la brûlure à l'acide nitrique qu'elle a eue, là. Puis, est-ce que... je sais pas là, si c'est un parallèle qui fait du sens, mais est-ce que dans leur vie quotidienne, les gens sont peut-être plus sensibles à, tu sais, mettons, chez vous, ta bonbonne de propane, ton réservoir à fondu, ton chlore à piscine. Ça, on dirait, ça a tendance à être bien rangé, tout ça. Est-ce qu'on est plus sensible quand c'est chez nous que sur notre lieu de travail, peut-être? Je dirais pas ça du tout. Non? OK. Ah, mon Dieu. On contraire. entend des belles, des fois. Ouais, c'est ça. Moi, je me déplace pas, mais je sais pas. Moi, quand je fais de la formation, je m'amuse à dire à mes participants que à la fin de la formation, ils regarderont pas le cabanon, le garage ou leur dessous de comptoir de cuisine ou de salle
salle de bain de la même façon. Puis OK. souvent, ils me disent, quand ils retournent chez eux après une journée, qu'ils sont allés dans le garage, dans le cabanon, voir ce qu'il y avait. Puis je dis, écoutez, je dis, c'est sûr que c'est les mêmes produits. Je donne toujours l'exemple. C'est pourquoi quand tu passes la tondeuse au travail, tu mets des bottines, tu mets des lunettes, tu mets un vêtement long, alors que quand tu fais ça chez vous, tu passes la tondeuse en gougoune. Là. Tu sais, c'est que souvent, les gens ils me disent « Ah ben là, j'ai changé. » Puis il y a bien des fois, il y a des gens qui vont me dire « Ah oui, les pompiers sont venus chez nous l'année passée, puis ils m'ont fait sortir ma bonbonne de propane parce que j'avais de l'essence dans mon cabanon. Puis ils m'ont parlé de mon chlore à piscine qui était incompatible avec mon essence. Puis que... OK. Parce que quand on regarde justement les incendies domestiques, ben c'est souvent des incendies de matières dangereuses, d'incompatibilité ou de situations. Ou quand on regarde aussi les incidents environnementaux, ben des fois, c'est un produit un mix qui s'est fait ou une incompatibilité qui s'est faite avec le chlore à piscine est un bel exemple. Là. Puis souvent, les gens, quand je leur introduis les concepts de sécurité, je fais beaucoup de liens avec la vie de tous les jours. Je leur demande, c'est-tu arrivé à un moment donné où vous avez simplement mélangé 2 produits de nettoyage ensemble puis vous avez eu un drôle d'effet? J'ai toujours quelques mains levées qui témoignent qu'ils ont mélangé un produit basique avec un produit acide puis qu'ils se sont aperçus que c'était pas une bonne idée. Bien, c'est pas différent, sauf que le danger est là. Un débouche-tuyau en milieu domestique, ça peut faire autant de dommages qu'en milieu industriel. Là. Puis des fois, en milieu industriel, bien, il est plus fort, il est plus concentré. Fait que Des fois, ça prend pas des gros exemples pour faire prendre conscience. T'sais. On parle de... Souvent, tu regardes une matière dangereuse, tu sais, quoi faire si contact avec la peau, si dans les yeux, si avalé. Là, les gens font comme, là, j'en prends pas une cuillère. Non. Mais là, tu poses la question, qu'est-ce que ça goûte du Prestone, les gars? Tout le monde sait, ça goûte sucré. Ah, ça ouais, goûte ouais, sucré. ben, c'est ça. Ben, c'est parce que Personne n'y a goûté, mais Non, tout c'est le monde ça. sait que c'est sucré. Exactement, T'sais, exactement. Tu sais, toi, t'es dans... ton jeune te voit dans le garage, te mettre les doigts dans des affaires. Lui aussi, ça m'a amené peut-être qu'il va voir quelque chose à terre puis il va goûter à quelque chose. Ou qu'il va mais- prendre un contenant pas identifié, puis qu'il va enlever le bouchon, puis qu'il va en prendre une grande sniff, puis qu'il va essayer de déterminer la nature du produit. Mais moi, je leur pose souvent la question, bien, c'est-tu arrivé à un moment donné où vous avez appris à vos dépens que c'était peut-être une bonne idée de porter des gants? Et généralement, tu as aussi quelqu'un qui dit « Oui, des fois, il y a des produits, tu viens main douce, mais c'était pas volontaire. » là. Tu sais, c'est... Fait que des fois, on a des... Fait que c'est... Oui, dans le domaine, tu sais, on essaie... Moi, j'essaie souvent de faire des parallèles avec la vie de tous les jours pour que les gens comprennent l'importance du message. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un s'empoisonne ou se brûle ou s'intoxique pour justifier, mais ça aide des fois à faire passer des messages. Super. Good. Sam, t'avais-tu... moi, je trouve ça super intéressant. Ouais, ça c'est- passait c'est- très vite, mais on ne veut pas te retenir y a plus pas longtemps. de Vous avez problème. un kiosque à l'Inter-ASP. Oui, Donc, exactement, Esther exactement. Thibault, merci beaucoup d'être venu encore. Ça me fait plaisir. Bon grand rendez-vous. Merci beaucoup. On est de retour cette fois-ci avec 2 invités. On a Antoine Laporte de la ville de Repentigny et Mme Hélène Guénette de l'APSAM, qui est l'association paritaire. Sectorielle, affaires municipales. Super. Ben, merci d'être bienvenue. Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous étiez hier au gala des prix, en fait, des prix CNESST, et vous avez remporté on m'a dit le prix. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer c'est quoi le projet en fait qui a mené à cette victoire là, hier là, au gala? Oui, disons que c'est un projet de réservoir d'eau potable sans entrer en espace l'eau, ce qui est une première au Québec, ça ne s'est jamais fait. Toutes les installations de production d'eau potable qui distribuent via un réseau d'aqueduc est muni d'un réservoir d'eau potable. Donc, le réservoir sert de tampon entre la production, donc la station de filtration ou les puits, et le réseau d'aqueduc. Donc, c'est une application qui peut et qui s'est déjà répliquée ailleurs au Québec, parce ça s'est beaucoup parlé dans le monde municipal. Et les réservoirs d'eau potable, normalement, la conception se fait avec une trappe d'accès qui donne sur des échelons. Et à ce moment-là, on va descendre sur une profondeur de facilement 4, 5, 6, 7 mètres de profondeur. Donc, il y a des risques de chute. Puis, une fois dans le réservoir, bien, naturellement, il
peut y avoir, comme ça sert pour la production d'eau potable, il peut y avoir des traces de chlore. Donc, il peut y avoir des problèmes associés à une contamination au chlore au niveau de la respiration. Donc, nous, notre projet, c'était de faire un réservoir qui était sans entrer en espace clos. Donc, un accès facile, réglementaire, un déplacement à l'intérieur du réservoir aussi qui respecte la réglementation. Intégrer des éléments d'éclairage et aussi de ventilation, de façon à ce que, une fois à l'intérieur, naturellement, on puisse respirer sans crainte de s'intoxiquer avec des résiduels de chlore. Donc physiquement, quand on regarde ça, au lieu d'avoir un trou qui descend à vertical, sans accès, à quoi ça ressemble en réalité là, pour aller à cet emplacement-là? Donc, la première chose à laquelle on a pensé, c'est de munir chaque extrémité de la réserve, parce que dans le jargon des traiteurs d'eau, on appelle ça une réserve, de puits d'escalier. OK. Donc, plutôt que d'avoir des échelons, puis quand il y a des échelons, il faut s'accrocher avec des dispositifs anti-chute. Donc, plutôt qu'avoir des échelons pour descendre à l'intérieur, on a un accès facile par des escaliers en fibre de verre. Donc, des escaliers qui résistent à la corrosion et qui sont catégorisés NSF, donc faits pour baigner dans l'eau potable. Okay. Donc, ça a été la première chose à laquelle on a pensé. Par la suite, pour se déplacer à l'intérieur, il y a des chicanes pour diriger l'eau à l'intérieur. Donc, on a mis des portes qui percent les chicanes et qui nous permettent de nous déplacer sans encombre à l'intérieur. Le fond du bassin est fait en pente. Puis là, on parle d'un bassin de 10 millions de litres. Là, donc, c'est l'équivalent de 4 piscines olympiques. Donc, on comprendra que c'est un très grand bassin. On calcule soit en piscine ou en terrain de football. Hein? C'est ça, c'est la mesure. C'est ça. Là, on parle d'un volume, donc c'est plus en piscine. C'est ça. C'est ça. Plutôt qu'un terrain qui est plutôt plat. Là. Je ne sais pas combien ça fait en terrain de football, ça, je ne serais pas capable de le dire. Il faudrait le calculer, la conversion. C'est ça, exactement. Donc, il y a des puits de ventilation aussi qu'on a fait qui permet d'installer des ventilateurs de l'extérieur. Donc, ça va nous permettre de ventiler adéquatement le réservoir une fois vide avant que les gens rentrent. Aussi, il y a des évents par lesquels on peut passer des systèmes d'éclairage. Donc, à la grandeur du bassin, il y a plein d'évents qui nous permettent de l'extérieur d'installer de l'éclairage avant que les gens descendent dedans. Donc, accès et déplacement réglementaire, éclairage réglementaire et ventilation réglementaire. Il faut dire aussi que tous les points de coupure des sources d'énergie sont cadenassables directement. Donc ça a été pensé dès la conception. Donc, les travailleurs ont aussi été impliqués à toutes les étapes pour tenir compte des tâches à effectuer par les travailleurs. Donc, la Ville a donné le mandat à la firme de génie conseil de travailler de façon paritaire avec les travailleurs pour tenir compte de leurs préoccupations. Alors, on a marié, si vous voulez, la santé-sécurité à la productivité. Avant, il fallait rentrer tous les accessoires par une trappe d'accès. La même trappe, l'éclairage, la ventilation, les boyaux, etc. Fait qu'imaginez une salle comme le salon des exposants avec des chicanes à toutes les... c'est quoi les largeurs des chicanes? Ça va être aux alentours de 10 mètres. De 10 mètres. Donc, vous partez à une extrémité, vous tournez le coin, puis vous revenez en sens inverse, puis ainsi de suite. Là. Donc, c'est un labyrinthe. Puis là, il fallait traîner tous les boyaux d'arrosage à l'intérieur, suivre l'éclairage. C'était beaucoup de manutention. On augmentait la charge de travail de tous ces travailleurs-là. Il fallait dérouler des mètres et des mètres d'extension. Donc, il y avait beaucoup de risques. Donc, avec la participation des travailleurs, l'employeur a veillé à intégrer tous les éléments de santé et sécurité dès la conception, ce qui a fait que ça augmente la productivité, ça prend moins de temps pour faire les travaux, puis c'est beaucoup plus sécuritaire, vraiment pour les travailleurs. Autre élément aussi auquel il a fallu penser, c'est isoler de façon sécuritaire le bassin, parce que naturellement, d'un côté, il se trouve avoir la production, donc possibilité d'avoir de l'eau qui provient de ce côté-là, puis de l'autre côté, il y a la distribution, donc quelqu'un qui est dans le bassin, si les vannes ne sont pas sécurisées, bien là, à ce moment-là, il y a aussi des risques de noyade. Okay. Et contrairement aux anciennes installations, bien là, on se trouve à avoir des vannes qui se trouvent à être munies de dispositifs de cadenassage intégrés. Donc, une fois que le bassin est fermé et vide, bien, on va
cadenasser chaque vanne pour être sûr et certain que par inadvertance, le personnel n'ouvrira pas une vanne alors qu'il y a déjà du personnel à l'intérieur là, qui pourrait subir des conséquences de noyade avant de pouvoir sortir du bassin. Est-ce qu'il y avait eu des événements associés à ce genre, peut-être dans votre municipalité, dans votre ville ou dans d'autres, associés à ce genre d'emplacement-là? Bien, c'est l'élément un peu déclencheur de ça. Ça a été en 2010, un de mes collègues de promotion, Pierre Leclerc, qui travaillait à l'usine de Pierrefonds à l'époque, est décédé suite à une chute dans un bassin. Okay. Donc, ça a été toujours un élément là, qui nous est resté en tête et au fil des ans, on approchait de la date de la construction de la nouvelle réserve, puis on s'est mis à réfléchir, l'ensemble du personnel, à comment éviter ce type de désastre, là, en fin de compte, là, pour pas que ça se répète. Puis, il y a des compartiments quand même à l'intérieur, puis il y a des vannes qui isolent les compartiments, puis ils ont pensé à les mettre de la dimension d'une porte standard. Fait que quand elle est cadenassée ouverte, on passe d'un compartiment à l'autre sans entrer en espace clos, parce que si on avait laissé la grosseur d'un tuyau, bien là, on aurait entré dans un autre espace clos à l'intérieur du réservoir d'eau potable. Okay, ouais. Donc, il fallait éviter ce genre de situation-là aussi. Puis l'autre amélioration, en ayant 2 escaliers à chaque extrémité, puis en mettant des portes pour court-circuiter toutes les chicanes, bien, s'il arrive une évacuation d'urgence, on n'a pas à parcourir tout ce labyrinthe-là. On a accès directement. Puis si jamais il arrive un accident de travail, n'importe quel secouriste en milieu de travail peut intervenir, ou si par inadvertance, il arrivait une situation où l'air serait contaminé, bien, un pompier avec son appareil respiratoire pourrait porter secours parce que ce n'est pas un espace clos. Okay. Autrement, il faudrait demander à une équipe spécialisée de sauvetage en espace clos dans la région d'intervenir. Donc, ça augmente les délais pour porter secours à une victime aussi. Okay. Donc, l'autre beauté de la chose, c'est que ça a permis de réduire aussi les coûts liés à la construction de ce réservoir d'eau potable-là. Donc, je ne sais pas si Antoine, tu veux glisser un petit mot là-dessus? Oui, disons que la règle du pouce dans la région métropolitaine, au moment où on a conçu le réservoir, c'était à peu près $1 du litre. Donc, 10 000 litres, c'est 10 000 mètres cubes, c'est 10 millions de litres. Donc, c'était un projet d'une envergure d'à peu près 10 millions de dollars. La ville a été en règlement d'emprunt pour 9,3 millions. Puis là, on était un peu nerveux parce que, ça va en soumission, c'est le plus bas soumissionnaire, mais il reste que ça peut déborder un peu. Et en fin de compte, le plus bas soumissionnaire était à 6,5 millions de dollars. Donc, on a économisé beaucoup d'argent. Et effectivement, pourquoi? Bien, c'est sécuritaire lors de l'utilisation puis de l'entretien du réservoir, mais c'est aussi sécuritaire pour les gens qui vont construire le réservoir. Donc, eux autres aussi vont bénéficier du fait qu'il y a des escaliers, il n'y a plus de ventilation, que c'est facile d'intégrer des éléments d'éclairage, de pompage, etc., etc. D'ailleurs, il n'est survenu aucun accident sur ce chantier-là qui a duré quand même pratiquement 18 mois. Là. Et est-ce qu'on pourrait parler de la collaboration avec de la municipalité, avec l'APSAM? Donc, ça a bien été. Ça a super bien été. Bien, au départ, le projet, la candidature de la Ville avait été refusée. Okay. Par la CNESST. Curieusement, ils ont gagné le Grand Prix. C'est que eux croyaient que c'était simplement une mise aux normes, alors qu'on leur a expliqué, non, c'est une conception nouvelle, innovante, performante pour la sécurité de tous les travailleurs, même ceux de la construction. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la ville de Repentigny est un modèle pour les autres villes du Québec. Donc, il y a d'autres villes qui ont construit des réservoirs d'eau potable sans entrer en espace clos, puis même d'autres infrastructures, de façon à, justement, on n'augmente pas naturellement chez plusieurs employeurs, on a comme un plancher d'emploi, puis les infrastructures augmentent, puis on a plus de travail. Donc là, il faut diminuer la charge de travail. Donc, si on n'a plus cette contrainte-là d'entrer en espace clos, on facilite les tâches, puis on facilite la sécurité. Donc, il y a plein d'autres municipalités qui ont pris modèle sur la ville de Repentigny et qui ont conçu des infrastructures souterraines comme ça, sans entrer en espace clos. Donc, l'APSAM était là pour favoriser la prise en charge par le milieu, faire participer les travailleurs, donner des
les références réglementaires, normatives, favoriser les échanges, identifier certains risques, trouver des mesures, des solutions, puis au bout du compte, partager l'expertise municipale à travers le Québec pour faire valoir cette innovation-là qui, dans le fond, intervient à la source, comme le veut la loi sur la santé et sécurité du travail, avec l'élimination des risques à la source dès la conception. Donc ici, on n'a plus d'espace clos. Maintenant, même si ce n'est pas un espace clos, il faut s'assurer que les méthodes et techniques utilisées sont sécuritaires, donc que tous les points de coupure soient cadenassables, qu'on contrôle la qualité de l'air par la ventilation, qu'on ait de l'éclairage adéquat, qu'on puisse porter secours rapidement aux travailleurs dans un immense labyrinthe comme ça. Fait que les meilleures idées, souvent, viennent des travailleurs qui connaissent bien leur métier, les tâches à effectuer, puis ils ont fait des suggestions vraiment incroyables, puis une idée n'engendre un autre, puis là, il y a eu une synergie entre l'employeur puis les travailleurs à la recherche de solutions avec la firme de génie conseil pour arriver à ce modèle de conception-là. Okay. Intéressant. Y a-t-il des villes ou des entreprises qui, suite à votre prix hier, vous ont mentionné qu'elle a un peu copié votre idée? Parce que ça peut s'appliquer ailleurs que dans une municipalité. On l'a mentionné récemment. Shawinigan s'est équipé d'un nouveau réservoir d'eau potable. Puis effectivement, ils étaient venus voir les travaux. Puis ils ne sont pas cachés là. Ils l'ont dit. Votre idée était la meilleure. Puis on a conçu notre réservoir comme ça. Puis je sais que la ville de Saint-Jean fait une mise aux normes de leur réservoir. Puis ils vont s'inspirer aussi. Donc oui, ça fait ses petits assez rapidement. Cool. Je crois que la Ville de Montréal aussi. Oui, la Ville de Montréal, effectivement, oui. Entreprendre un gros chantier de réservoir, effectivement. Je pense que le monde qui écoute, ils peuvent voir qu'il y a beaucoup de passion, d'expertise, juste de la manière que vous en parlez. Pour quelqu'un qui veut se lancer et éventuellement participer et peut-être même gagner le Grand Prix SST comme ça, est-ce que dans la démarche, il y a quelque chose que vous direz qui a été vraiment un élément gagnant pour ce genre d'innovation-là? Je pense que l'élément le plus gagnant, à la base, c'est naturellement la participation des travailleurs. Okay? Puis, par la suite, de l'intégration au fur et à mesure du chantier des meilleurs, des gens les plus compétents, là, que ce soit architectes, ingénieurs, les gens de l'APSAM, etc., tout au long du parcours. Puis dans notre cas, bien, on a publié très rapidement les résultats. Là. Donc le réservoir venait à peine d'être construit, qu'on a publié dans Prévention au travail, on a publié dans Vecteur environnement. Donc encore là, ça a fait tache d'huile, je pense. Là. C'est que l'information s'est diffusée très rapidement dans le milieu. Puis je pense que ça aussi, ça aide là, quand le milieu est réceptif, puis c'est sûr que c'est un encouragement direct à la CNSST là, pour encourager justement les gens par la remise de prix. Il faut partager l'expertise. Les gens gagnent un prix, puis après ça, je veux dire, ça reste dans leur milieu de travail. C'est pas nécessairement commercialisé par la suite. C'est ce que je déplore un petit peu, c'est de ne pas faire la promotion de ces choses-là. Fait que nous, c'est sûr qu'à l'APSAM, on essaie d'en faire la promotion puis de partager l'expertise municipale, mais il y a beaucoup d'innovations qu'on va retrouver sur notre site Web qui n'ont pas été commercialisées. Puis quand une ville nous appelle qui a une problématique similaire, on leur dit, bien, savez-vous que telle ville a développé telle chose? Appelez-les, puis ils vont partager leur plan parce qu'il faut que ça soit quand même ces innovations-là approuvées par un ingénieur. Puis il y a quand même des droits d'auteur par rapport à tout ça. Fait que les villes vont se partager entre elles ces innovations-là, qui sont malheureusement pas toujours commercialisées. Okay. Dans votre cas, tout le démarchage que ça a pris pour en arriver à ce prix-là, est-ce que vous croyez que ça va être la bougie de démarrage, la bougie d'allumage pour un autre projet d'innovation dans votre département à la ville de Repentigny? Y a-t-il des dossiers faits comme ça, là, on pourrait des idées, là, depuis le début des années 90, on fonctionne en plateforme d'ingénierie simultanée, puis des projets comme ça en rénovation, d'installation, de mise aux normes, on en a à tous les ans. Okay. Donc, pour nous, c'est le processus. Le processus est là, puis on l'applique systématiquement. Puis, quand il y a des domaines novateurs, dès le départ, on va s'associer à des universités comme Polytechnique de Montréal, l'Université Laval. On va faire affaire avec le Centre de recherche industrielle du Québec ou des firmes qui sont expertes dans leur domaine. Puis, donc, on travaille avec ces gens-là pour regarder dans une boule de cristal.
OK? Donc, si on veut faire une démarche pérenne, là, qui dans le temps, ne se démordera pas, qui est à l'avant-garde, puis qui va rester d'actualité, bien, c'est la recette que l'on prend dès le départ, là. Donc, non, il nous reste encore des travaux à faire pour longtemps. Ouais. J'ajouterais, c'est important que les employeurs prennent conscience que ce qu'il y a sur le marché, c'est pas nécessairement conforme à la réglementation. Donc, de regarder dans les devis d'achat, d'intégrer les éléments de santé et sécurité pour s'assurer que, au niveau sécurité machine, les équipements arrivent conformes, que les points de coupure arrivent cadenassables, sans être obligé de mettre un paquet de pébelles en plastique avec des dispositifs de cadenassage, que ce soit intégré. Si c'est facile, les travailleurs vont le faire. Quand on construit, on ne donne pas un chèque en blanc à un consultant. On évalue les besoins du milieu de travail en tenant compte des tâches à effectuer. Faites une analyse de risque par tâche, puis évaluez c'est quoi les besoins du milieu, puis intégrez-le dès la conception. Vous allez augmenter votre productivité. Au bout du compte, est-ce que ça va coûter beaucoup plus cher? Non, ça va coûter 10 fois plus cher une fois que le béton est coulé, puis il faut corriger ces erreurs-là. Donc, pensez bien vos projets, puis impliquez vos travailleurs de manière à tenir compte des besoins de l'organisation pour justement marier la santé et sécurité à la productivité. Puis, comme ça, tout le monde va être gagnant, tant au niveau des accidents de travail qu'au niveau de la production. Je pense qu'on peut pas finir mieux que ça. C'est pas mal. Ça, c'est une phrase imprimée sur un T-shirt. C'est bon. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Ça nous a fait plaisir. À la prochaine. C'est ce qui conclut notre épisode au grand rendez-vous de la CNESST au Centre des congrès de Québec. Merci à toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu là, de balado-prévention. Julien, pour nous rejoindre. Ouais, ben on vous encourage, si vous avez aimé ça, vous pouvez vous abonner au podcast sur Facebook, YouTube, iTunes, toutes les plateformes là, de balado. Vous pouvez nous écrire sur Facebook, Twitter, des suggestions d'invités, des commentaires. Notre site web viaprévention.com pour tous les services qu'on offre. Et on a hâte de vous entendre si vous avez quoi que ce soit à nous dire ou à nous demander. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. All right, à la prochaine.